Merci Jean-Louis pour cette introduction. Bonjour à tout le monde. Donc effectivement, je vais vous présenter les enjeux européens dans les 5 prochaines années dans le domaine du médicament vétérinaire et surtout dans le contexte de la réforme réglementaire. Alors je ne vais pas vous faire une présentation de la nouvelle réglementation vétérinaire parce que je pars du concept de base que vous la connaissez tous par cœur. Mais je ne ferai pas d'interrogation, je suis quand même sympathique. Donc juste déjà, quand on considère le contexte européen aujourd'hui et l'impact dans les 5 prochaines années, déjà d'un point de vue organisationnel, on a une réforme, enfin une modification de fond avec le Brexit et la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui normalement devrait intervenir au courant du mois octobre. Je dis normalement puisqu'elle devait déjà avoir lieu, elle a été repoussée. Mais c'est vrai que ça a un impact important sur un grand nombre de secteurs, et notamment l'impact économique, financier, stratégique. Et dans le domaine du médicament vétérinaire, c'est un sujet sur lequel on travaille déjà beaucoup pour la préparation au niveau européen des conséquences du retrait de la Grande-Bretagne, puisque la Grande-Bretagne représentait à peu près 40% de l'expertise au niveau européen, donc beaucoup de procédures gérées par les équipes britanniques, et également, moins dans le médicament vétérinaire que dans le médicament humain, mais également un fort impact sur les capacités de fabrication, de contrôle de la qualité des médicaments et libération de l'eau de médicaments vétérinaires qui étaient faits sur le Royaume-Uni. Donc tout cela est à revoir puisque sans accord avec la Grande-Bretagne, ce qui est le cas encore à l'heure actuelle, on sera sur un domaine de pays tiers et donc avec des modifications importantes à prendre en compte. Évolution également sanitaire, globalisation mondiale des enjeux sanitaires, les crises sanitaires qui se succèdent, donc Loïc Evin vous présentera ou le mentionnera certainement plus en détail que moi, mais ces dernières années, ça ne fera que continuer, je pense, dans les années à venir. Actuellement, la menace, c'est la peste porcine africaine qui est aux portes de la France, mais qui sévit donc en Europe, et dans l'avenir, l'influenza aviaire, la fièvre afteuse d'Espernon, enfin, c'est toutes des possibilités qui peuvent arriver sur le territoire de l'Union européenne. Des enjeux de santé publique mondiale qui traversent également l'Europe, que ce soit la migration de gènes de résistance aux antibiotiques. Pour rappel, venant de Chine, le gène de résistance à la colistine avait beaucoup préoccupé il y a quelques années avec des impacts sur la politique, mais également en cours de croissance tout ce qui va être antibiotique, antiparasitaire, la résistance aux antiparasitaires qui monte de plus en plus dans les sujets, donc sur un schéma sur lequel on s'oriente sur la même mode de gestion que l'antibiorésistance. Le réchauffement climatique également, avec l'émergence de maladies vectorielles. On voit de plus en plus de problématiques vis-à-vis de certaines maladies, la fièvre de vallée du Rift et autres qui apparaissent dans le sud de l'Europe, donc qui dans les années à venir, s'il n'y a pas d'action, vont continuer à progresser sur le territoire européen. Mais donc, une modification de l'environnement sanitaire. Évolution également sociétale, de plus en plus de préoccupations de la part des consommateurs, des citoyens, vis-à-vis de la protection de l'environnement, quel impact des médicaments sur l'environnement, vis-à-vis du bien-être animal, vis-à-vis des modes de consommation, l'absence totale de résidus dans les aliments, des animaux qui sont élevés dans des bonnes conditions, abattus dans des bonnes conditions. Donc tout cela peut avoir également un impact dans le domaine du médicament. Et également la digitalisation croissante au niveau de notre société. Et on parle de plus en plus de e-santé, de big data. Comment prendre en compte l'utilisation de ces nouveaux outils dans la société d'aujourd'hui et dans l'avenir, et quel impact sur votre domaine d'activité. Donc, quelles sont les réponses de l'Union européenne aujourd'hui dans ce contexte général? Donc, un certain nombre de communications de la part du Parlement européen, du Conseil et des plans d'action, des feuilles de route de la part de la Commission européenne. Donc, je l'ai cité, mais vous l'avez tous en tête, ne serait-ce que le plan d'action européen de lutte contre la résistance aux antibiotiques, qui est le second dans le domaine. Le dernier, donc en date, a été publié en juin 2017 avec un certain nombre d'actions diverses au niveau des médicaments, quant à leur réglementation, à leur gestion, à la recherche et au développement. L'approche stratégique de l'impact des médicaments sur l'environnement, comme je vous le présentais juste avant, l'enjeu sociétal de la protection de l'environnement. Donc il y a une feuille de route, une communication de mars 2019 qui prévoit quand même un plan d'action à venir sur le domaine du médicament,
avec une meilleure prise de conscience et le développement de bonnes pratiques de gestion des résidus ou de l'impact des médicaments sur l'environnement, ce qui veut dire de développer des médicaments moins impactants pour l'environnement. Ça va être de plus en plus contrôlé, de plus en plus un sujet de plus en plus prégnant. Renforcer l'évaluation du risque pour l'environnement dans l'autorisation des médicaments mis sur le marché. Alors, dans le médicament vétérinaire, c'est déjà un sujet qui est pris en compte, ce qui n'est pas le cas pour le médicament humain. Donc c'est vrai que le premier message aussi, c'est envers le médicament humain, mais pour le médicament vétérinaire, il est toujours mis en avant, comme d'habitude, ne serait-ce que par le fait de l'administration à des animaux qui sont en plein champ, en aquaculture. Enfin, nombreux sont les exemples où on dit que le médicament a un impact direct. Donc, un objectif également de réduire les déchets, en améliorer leur gestion. La surveillance, développer des surveillances des résidus de médicaments ou de l'impact du médicament sur l'environnement, de la recherche dans ce domaine. Donc un certain nombre d'axes qui ressemblent beaucoup à l'approche qu'il y avait pu y avoir pour l'antibiorésistance, mais qui sont maintenant sur la table au niveau du médicament, au niveau de l'EMA. Et donc cette nouvelle réglementation du médicament vétérinaire, qui a donc été validée, été publiée en début d'année, qui doit prendre en compte, être une réponse à tous ces mouvements, à toutes ces réflexions, à ce contexte. Et c'est donc un peu ces points que je vais vous développer. Alors, au niveau de l'Agence européenne du médicament, il y a également une réflexion stratégique. Donc, on arrive à une fin en 2019, fin 2019, à un cycle, d'un cycle de stratégie. On avait la première stratégie EMA, HMA étant le réseau des chefs d'agence, une stratégie commune qui était de 2015-2019. Et là, on prépare la prochaine stratégie pour l'EMA avec différents axes de réflexion et notamment une réflexion sur les sciences réglementaires, donc les regulatory science, c'est le mot à la mode. Donc, c'est comment adapter, comment développer toutes les techniques qui seront nécessaires à l'autorisation des produits réglementaires. Donc les principaux axes donc il y a eu des workshops dans le domaine sur le médicament vétérinaire avec un rapport qui a été une réflexion qui a été publiée par l'EMA et qui est en cours de consultation publique. Donc vous pouvez la commenter. Avec les grands axes de voir comment on peut catalyser l'intégration de la science et de la technologie dans le développement des médicaments. Donc ça va être tout le domaine des thérapies innovantes, des nouveaux modes de fabrication qui peuvent répondre aux enjeux sociétals de moins de déchets dans l'environnement ou de lutte contre l'antibiorésistance, mais également améliorer la qualité scientifique des évaluations, évaluation des résidus, moderniser la pharmacoépidémiologie, la pharmacovigilance, la nouvelle approche de l'évaluation, comment prendre en compte le big data. Donc c'est très intéressant parce qu'on a une porte ouverte sur une nouvelle approche de la façon de développer, d'autoriser les médicaments. On ne reste plus dans un domaine où il y avait la règlement sur les résidus. Il y a une porte ouverte pour voir est-ce que la réglementation est suffisante, est-ce qu'il ne faut pas imaginer d'autres paradigmes, et c'est particulièrement intéressant, ne serait-ce que pour les produits à base de plantes, les huiles essentielles, pour lesquels on a des gros problèmes avec l'application stricte du règlement LMR par exemple, pour ne citer que lui, et ça donne une ouverture de réflexion, de réfléchir à comment aborder le sujet par d'autres voies. Donc dans le domaine des résidus, dans le domaine de la pharmacoépidémiologie, de la pharmacovigilance, avec le croisement donc, de ces big data, toutes les données qu'il peut y avoir sur les réseaux, comment les prendre en compte dans l'objectif final de santé publique et d'avoir des médicaments qui répondent aux besoins en santé animale et en santé humaine. Répondre aux problèmes de disponibilité face aux maladies émergentes, donc maladies vectorielles, à toutes les crises sanitaires qui peuvent apparaître, avec donc les nouvelles thérapies, la disponibilité des vaccins, comment améliorer la disponibilité des vaccins et comment donc dans tout ce contexte favoriser la recherche et le développement. Donc un document somme toute qui donne des axes de réflexion très intéressants, je trouve, au niveau de l'EMA. Réflexion stratégique également, donc le big data. Alors aujourd'hui, c'est très orienté médicaments humains, mais on sait très bien que ça va arriver dans le médicament vétérinaire. Donc c'est bien, ils commencent à développer des outils qui pourront nous être utiles. Mais on voit les premiers résultats de comment prendre en compte, ne serait-ce que l'émergence de signaux sur les réseaux sociaux. Ils travaillent beaucoup en pharmacovigilance humaine sur Facebook. C'est un mode de signal comme un autre, mais quand il y a des buzz, on l'avait vu en médicaments vétérinaires avec le Bravecto, quand il y a eu des alertes avec tout de suite, ça avait flambé sur on ne peut pas ignorer maintenant, c'est des modes d'information comme une autre. Il faut prendre en compte la qualité de ces données, certes, mais c'est à prendre en compte. Alors de même, en plus large aussi, tout ce qui est fait en recherche au niveau mondial, c'est des pistes sur lesquelles maintenant il y a de la donnée, il faut savoir la traiter, il faut la qualifier, il faut la quantifier. Donc c'est ces réflexions, comment utiliser tout ce qui peut circuler sur l'Internet et autres. Donc à suivre pour le médicament vétérinaire.
Et sinon, donc l'EMA est également en train de finaliser un concept paper sur sa réflexion pour son développement télématique, puisque rien ne se fait sans des outils informatiques de nos jours, des gros projets de réforme au niveau des outils informatiques, et donc des projets de l'EMA dans ce domaine, qui vont toucher le médicament vétérinaire également, les modes de soumission des dossiers des médicaments vétérinaires, l'application form, etc., les voies de soumission par les portails électroniques. Donc ça donne un certain nombre d'axes de réflexion. Donc le nouveau règlement vétérinaire, pour vous rappeler les objectifs initiaux de la réforme, si on remonte à 2014, ce qui avait été mis sur la table, un règlement unique et plus des directives et plus des variations au niveau de la transposition. Un objectif de préserver la santé publique, la santé animale et l'environnement. Donc on est bien dans les contextes sociétaux, le problème de contexte de santé animale et autres. Le problème de la résistance aux antibiotiques avait été particulièrement mis en avant. Un objectif d'alléger la charge administrative, d'accroître la disponibilité des médicaments vétérinaires et favoriser la compétitivité et l'innovation. Donc même si on se remonte à 3-4 ans de réflexion, on voit qu'on est bien dans les axes présent des mouvements au niveau de l'actualité, on va dire au niveau européen, même pour les 5 prochaines années. Donc ce règlement est particulièrement intéressant et je peux vous dire que les secteurs du médicament humain nous le jalousent parce qu'il y a un certain nombre d'outils qu'ils aimeraient bien pouvoir développer, mais ils n'ont pas les bases légales pour le faire. Bon, ils vont arriver à une nouvelle réforme eux aussi, ça vient, mais ça va être dans quelques temps. Donc les règlements ont été adoptés en début d'année et donc rentreront en application dans 3 ans, comme vous le savez, donc au 28 janvier 2022. D'ici là, on a quelques activités qui vont nous occuper, puisqu'il y a 25 actes délégués et actes d'exécution qui sont prévus pour la mise en œuvre totale, la mise en application de ce règlement. Donc juste pour rappel, je vous les ai, notre petit mapping qui les liste. On travaille activement donc depuis déjà le début de l'année avec 9 groupes de travail mis en place au niveau de l'EMA, 6 mandats donnés par la commission à l'EMA pour avoir des avis scientifiques. Donc on est vraiment dans les premiers paquets, le premier paquet qui est en rouge et le et jaune. Et on attaque là maintenant le deuxième paquet. Donc on va arriver bientôt aux étapes au niveau de la Commission européenne avec les groupes des représentations des États membres, mais également les consultations publiques auprès des stakeholders. Donc vous allez pouvoir vous exprimer bientôt sur un certain nombre de drafts de textes en 2020, et ces textes sont particulièrement importants car particulièrement structurants pour votre activité dans l'avenir, ne serait-ce que par exemple l'annexe 2 du règlement qui va être modifié, les impacts sur les antibiotiques, les listes d'antibiotiques, etc. Donc est-ce que ce règlement répond aux attentes qui avaient été fixées? Alors en antibiorésistance, l'introduction de l'antibiorésistance vraiment dans le domaine du médicament vétérinaire, ça devient un des 4e piliers de l'évaluation de la balance bénéfice-risque, et on peut refuser des AMM uniquement basés sur le risque de l'antibiorésistance. Donc il y a la santé animale, santé humaine, environnement et antibiorésistance maintenant dans l'évaluation bénéfice-risque. Des définitions de listes d'antibiotiques critiques, donc par acte délégué, acte d'exécution, acte délégué pour les critères de ces listes et acte d'exécution pour la liste elle-même des antibiotiques. Ça sera la liste des antibiotiques qui ne peuvent pas être autorisés en médicaments vétérinaires, qui sont réservés à un usage humain. De même, une liste spécifique des substances qui seront interdites d'utilisation dans le cadre de la cascade. Donc tout cela est lié. Donc cette approche de liste basée sur les listes qui existent au niveau international, sur les avis qui ont déjà été délivrés par l'EMA. Donc je ne pense pas qu'il y ait une révolution de ce côté-là, mais ça sera plus ancré dans le droit européen. Études également ou surveillance post-AMM peuvent être demandées aux titulaires, donc un renforcement dans le dossier de la partie évaluation du risque et de la surveillance de l'évolution de ce risque, parce que c'est quelque chose qui évolue dans le temps comme on le sait. La mise en place de bases de données donc, qui étaient jusqu'alors volontaires sont devenues des bases légales, avec le suivi des ventes et des remontées obligatoires auprès de l'Europe de la part des États membres d'un certain nombre de données quant à l'usage des antibiotiques et au volume des ventes. Alors, avec tout un tas de discussions actuelles sur ces actes, puisqu'on travaille déjà dessus, sur quel champ cela représentera. Pour les ventes, on va sur le champ de l'antimicrobien, donc ça veut dire inclure les antiprotozoaires. Pour l'usage des données qui n'iront peut-être pas jusqu'aux antimicrobiens, mais antibiotiques c'est sûr, antifongiques peut-être. Enfin bon, là c'est les grands débats actuels, mais ça sera certainement plus large que ce que l'on fait aujourd'hui comme collecte de données.
avec une ouverture de calquer ces mesures aux antiparasitaires. Sur certaines, dans le règlement ouvre la possibilité, la porte d'avoir également les mêmes approches pour les antiparasitaires dans le cadre de la résistance aux antiparasitaires. Dans le domaine de l'allègement de la charge administrative, donc un certain nombre de mesures ont été adoptées, vont faciliter le travail et votre exercice au niveau de la délivrance des AMM et de leur gestion, avec une AMM illimitée dès la délivrance. Il n'y a plus le renouvellement au bout de 5 ans, non plus de sunset clause. Un étiquetage avec des normes qui devraient vous faciliter la gestion sur un nombre limité et fermé de mentions des étiquetages, l'utilisation de pictogrammes qui facilitera la traduction dans les multilangues européennes. Par contre, il y a des bémols, réintroduction du numéro d'AMM, mais une possibilité d'avoir un numéro unique d'identification. Donc on travaille là-dessus sur qu'est-ce que pourrait être ce numéro unique d'identification qui simplifierait au niveau européen la gestion pour vous. Des simplifications sur les modifications sans évaluation qui se feront directement au niveau de l'outil informatique mis en place des bases de données. Pas de demande pas d'évaluation nécessaire pour un certain nombre de variations qui seront gérées automatiquement via la base de données. Donc un certain nombre de données. Par contre, le volet de l'harmonisation des RCP qui va être une obligation également. On commence à réfléchir et là on a ouvert une boîte sur laquelle on a beaucoup de questions. On voit beaucoup de problèmes à l'horizon. Donc il va falloir être force de proposition pour nous aider à sortir de là et surtout pas tomber dans la réévaluation des dossiers, mais bien rester sur une harmonisation des RCP qui soit administrative. Donc on pousse là-dessus, mais je vois beaucoup d'experts qui commencent à prendre des autres orientations. Donc il faudra être vigilant sur les textes là-dessus. Allègement également de la charge administrative, donc sur le volet pharmacovigilance, donc il n'y aura plus à produire les rapports de sûreté, les fameux PSUR, puisque désormais ils ne seront plus envoyés aux titulaires, mais ils sont là aussi par les outils informatiques, on bascule sur une détection de signal et une analyse des détections de signal qui seront versées directement dans la base de données. Donc beaucoup d'interactions où vous allez être moteur pour donner directement des informations via les bases de données. La gestion du master file, qui était un problème, là, devrait être simplifiée. Elle va être déconnectée de chaque AMM, donc ça ne sera pas une variation dès qu'on change le master file. Donc là, c'est à peu près acté dans ce sens. Donc, mais comment les modalités de gestion restent à préciser. Donc là aussi, il y a des groupes de travail en pharmacovigilance qui travaillent beaucoup là-dessus, mais ça devrait être quand même simplifié sur ce volet-là. Enfin, le volet comment accroître la disponibilité des médicaments vétérinaires, donc un certain nombre de procédures qui reclarifient, qui simplifient les démarches avec les marchés limités pour les espèces mineures qui incluent désormais les chevaux, les saumons, les caprins, les ovins, laits. Des marchés limités avec des AMM allégés, limités également dans le temps, des AMM circonstances exceptionnelles, donc qui seront aussi des dossiers allégés et avec une durée limitée dans le temps mais qui peuvent être renouvelés. Des modalités de cascade pour les praticiens qui vont permettre, avec les simplifications au niveau des tentes forfaitaires, de pouvoir utiliser plus de médicaments. Et au niveau de l'annexe 2, donc ça c'est un gros travail sur lequel on s'est penché, avec un certain nombre de pistes intéressantes où désormais on aura vraiment dans les textes de l'annexe 2 la possibilité d'avoir des dossiers antigènes, les vaccines antigènes master file, les plateformes technologiques, les dossiers multi-souches. Donc tout cela va faciliter, l'évaluation sera faite une fois et après on reprendra l'évaluation faite dans les dossiers précédents. Donc ça maintenant c'est vraiment, ça avait été deux demandes et sur lesquelles on avait travaillé, on a la task force sur la disponibilité des vaccins. Là, ça va devenir réellement ancré dans le droit et ça va être quand même beaucoup plus... On va pouvoir aller plus loin et plus facilement dans ces dossiers. Sur les nouvelles thérapies, donc là, beaucoup de questions, beaucoup de réflexions. Bon, des pistes s'annoncent. On reste sur une approche assez flexible avec des dossiers qui devront s'adapter selon la caractéristique puisque c'est tout type de médicaments confondus et on ne sait pas ce que vont être les nouvelles thérapies. Donc ça sera plus quelque chose comme une composition à la carte du dossier avec, si c'est plus médicaments chimiques, la partie chimique des dossiers, la partie production bio, si c'est un produit biologique. Bon, rien n'est validé, rien n'est finalisé, mais on a quand même des pistes qui semblent être, à mon avis, quand même assez intéressantes à poursuivre et à creuser.
En ce qui concerne la compétitivité et l'innovation, pour aller de l'avant et justement dans ces nouvelles thérapies, au niveau, donc il y a pour favoriser le développement de nouveaux médicaments, donc il y a les enjeux avec la protection des données, donc avec les allongements de durée de protection, les extensions d'espèces, l'extension faisant suite à une nouvelle détermination de LMR, donc ça c'est nouveau, les modifications d'AMM, période indépendante de 4 ans, donc c'est quand un MM a déjà été délivré depuis longtemps, on peut avoir à nouveau des périodes de protection s'il y a une actualisation pour certaines parties du dossier. Donc ça, c'est quand même des facteurs qui devraient favoriser la mise à jour des dossiers et développer des nouveaux dossiers, notamment en antibiorésistance pour les anciens antibiotiques. La révision de l'annexe 2, donc, qui va dans ce sens de favoriser l'innovation, les nouvelles thérapies. L'évaluation du risque environnemental, donc on attend un rapport de la Commission sur la faisabilité d'un système de monographie environnementale par substance et non plus médicament par médicament. Donc une fois que ça serait validé pour une substance, ça serait fait une fois pour toutes et ça simplifierait les dossiers contenant ces substances sur le futur. Mais là, on doit d'abord passer par un rapport de la Commission d'ici 2022 sur le sujet pour après éventuellement ouvrir un nouveau chantier réglementaire. Et également des programmes européens d'investissement, de financement, de recherche, de partenariat public-privé, donc piloté par le comité un comité sur l'innovation et la recherche européen, donc des projets type Horizon 2020 qui commencent à se mettre en place et qui seront des sources de financement pour aller dans ce sens de développer des médicaments mieux adaptés aux enjeux d'aujourd'hui et à venir au niveau de l'Europe. Enfin, juste une dernière diapo, parce que je l'aime beaucoup celle-là, que vous commencez à connaître parce que je la recycle. Donc voici quelque part la projection du schéma informatique de tout ce qu'on doit développer avec ce nouveau règlement au niveau européen. Donc les bases de données et outils informatiques avec le célèbre SPOR qui est tout en haut, la substance, produit, organisme et référentiel. La méga base de données de produits au centre qui fera tout, la base de pharmacovigilance en orange. Alors en bas, tout en bas, entouré, j'ai mis les systèmes d'informatique des titulaires qui devront être connectés à tout ça, puisque vous allez verser directement les choses. Il y a aussi les bases de données nationales, on est juste à côté. Et tout ça, il n'y a pas grand-chose en place, et tout ça doit être en place et effectif pour janvier 2022. Donc tout ça pour vous dire que on a des grosses alertes au niveau européen, parce que la Commission, pour l'instant, ne met pas un seul euro, ne donne pas un seul euro à l'EMA pour faire cela. Donc là, on a un réel problème et enjeu politique là derrière. Des adaptations à faire après rapidement à votre niveau pour interconnecter vos bases avec les systèmes européens. Bon, nous on a le même problème au niveau des entités, des agences nationales. Donc voilà, ça c'est un gros challenge, mais qui, une fois en place, sera très intéressant parce qu'il pourra réellement simplifier la vie de tous et on pourra progresser sur la surveillance, l'utilisation pour tout le monde, les vétérinaires pour l'usage des médicaments, le citoyen pour l'information et la transparence vis-à-vis des médicaments et leur surveillance, et les industriels pour une meilleure gestion des médicaments. Donc voilà, bon courage pour les 5 ans à venir. Alors, Jean-Pierre va rester là et je vais regarder la salle pour voir s'il y a des questions qui me permettraient de vous tendre un micro, de vous présenter. Et je vois d'abord à gauche, et donc je m'approche de Marianne Barthélémy pour une première question. Bonjour, merci beaucoup. On a vu qu'un des enjeux de succès du règlement sera la baisse de la charge administrative. On est actuellement dans une phase délicate qui est celle de rédaction des textes opérationnels. Est-ce que des études d'impact seront faites avant la consultation publique pour s'assurer que ceci est proposé semble répondre aux objectifs de baisse administrative? C'est la première question. Et la deuxième, concernant la base de données, est-ce que des moyens humains et financiers sont prévus pour être dans les temps? Puisque la base de données, c'est quand même le cœur de bien. Alors, pour faire rapidement, je crois que ça va être non et non.
Alors sur les actes délégués, actes d'exécution, non, je ne crois pas qu'il y ait. Enfin, Loïc, tu sais peut-être, mais je ne pense pas qu'à ce stade-là, il y a des études d'impact et tout un processus d'impact assessment au début des travaux réglementaires. Donc, avant de publier les premiers drafts, c'est là qu'a lieu le réel impact assessment. Sachant que au jour d'aujourd'hui, dans le processus européen, il n'y a pas d'actualisation ou de révision de cet impact assessment une fois que le texte est finalisé, ce qui est un peu dommage parce que c'est là qu'on aurait réellement une idée des moyens nécessaires, humains et financiers. Donc à ce stade-là, et puis dans le calendrier qui a été présenté, de toute façon, il n'y a pas c'est pas prévu, c'est pas mis, donc ça, donc je ne pense pas qu'il y aura de ce côté-là de telles étapes. Et bon, sur les bases de données, bon, ça c'est un peu l'alerte que je disais, hein, c'est un gros problème. Pour l'instant, au dernier conseil d'administration de l'EMA, la commission a été très claire qu'elle espérait avoir avec la DG Budget quelques petites enveloppes pour l'EMA, mais ça a été, pour l'instant, c'est un triple niet. Donc là, on est en train de se prendre en main, enfin de mobiliser un peu les troupes au niveau du réseau HMA. On va certainement remonter aussi au niveau du Conseil via nos gouvernements. Mais enfin là, il y a une task force spécifique qui s'est mise en place pour discuter, rencontrer la DG Budget et l'environnement. Parce que l'EMA, effectivement, on peut faire des priorisations, mais elle a tellement de... Et le médicament vétérinaire, c'est qu'une petite part d'émissions de l'EMA. Ils ont également une grosse réglementation sur les dispositifs médicaux, sur les essais cliniques en humaine. Enfin, il y a tout un tas déjà de règlements qui leur demandent aussi des investissements informatiques et télématiques et pour lesquels ils sont déjà beaucoup mobilisés. Alors, les taxes venues des dossiers, c'est leur principale recette, mais ça ne peut pas tout couvrir, d'autant que là, ils ont estimé pour les 5 ans à venir à 17 millions le budget nécessaire pour développer tous ces outils informatiques. Bon, ça reste à consolider comme estimation. Personnellement, ça me paraît un petit peu élevé, mais bon, c'est certes plus que 0 €. Oui, et vous nous avez parlé de la réflexion stratégique sciences réglementaires 2025. Quel est le lien avec finalement les travaux de la nouvelle réglementation? Parce qu'on a un peu l'impression que c'est un document qui aurait été intéressant avant. Alors, moi je dirais que c'est un document support sur lequel on va pouvoir s'appuyer pendant les phases de négociation des textes. Parce que là, il sera validé, il y a consultation publique et d'ici la fin de l'année pour la stratégie 2025 de l'EMA, ce document sera validé sur la table et inclus dans le plan stratégique. Et les textes, on va réellement les négocier au niveau de la commission et du conseil à partir du premier semestre pour la première vague 2020. Donc moi, il arrive au bon moment, parce on pourra s'appuyer dessus. Ça pourrait être un levier pour dire que toutes les réflexions, tous les axes stratégiques, pour l'instant, font que faut aller dans ce sens, quoi. Donc, moi, vu ce qu'il y a sur nouvelles thérapies, sur innovation, je pense que c'est, honnêtement, ça sera un plus pour nous. Enfin, je le vois comme ça, après. Voilà. Christophe Magot. Merci. Bonjour, Christophe Magot, Boehringer. Alors le règlement européen, effectivement, on le connaît, mais c'est un sujet complexe. Ce qui est intéressant, c'est dans nos entreprises, quand on en discute, on l'analyse beaucoup. Et selon les gens avec qui on discute, on a des analyses souvent différentes. Quand on en discute entre nous, même au sein du bureau, entre laboratoires, on peut avoir des visions différentes. Quand on en discute avec des collègues d'autres pays, en Europe aussi. Donc j'ai envie de vous demander votre vision vraiment personnelle sur deux sujets. Un qui était dans l'objectif initial, un des objectifs initiaux, qui était l'ouverture du marché européen des médicaments vétérinaires sur l'impact réel qu'on peut attendre à janvier 2022. Ma deuxième question, c'est est-ce que vous pensez que ce règlement, c'est une somme de petites modifications ou de petites transformations, où il y a un sujet majeur sur lequel notre industrie doit se préparer pour ce délai? Alors, l'ouverture du marché européen, c'est vrai que nous, en France, enfin, on avait poussé pour une seule procédure, la procédure centralisée, pour qu'on arrête ces multiplications de procédures. Et pour le marché unique du médicament, on n'y est pas encore, on n'y est pas arrivé. Il y a la voie de l'harmonisation. Pour moi, ça va être compliqué d'ici à trouver après une réelle bénéfice d'ouverture de marché.
Bon, il y a des pistes. Bon, c'est vrai que maintenant, le champ de la procédure centralisée a été quand même élargi. Il y a, je dirais plus qu'effectivement, il y a une somme de petites modifications. Ce n'est pas une révolution, ça vous l'avez vu. Bon, d'un autre côté, on ne souhaitait pas non plus forcément tout remettre à plat. Après, bon, il y a des axes majeurs qui sont quand même passés sur l'antibiorisme en santé publique. Je pense qu'il y a quand même des avancées. Le schéma informatique, même s'il est problématique aujourd'hui, sur l'avenir, moi je vois quand même beaucoup de simplification. Et si on arrive réellement à mettre en place cette belle galaxie, ça sera vraiment quelque chose un progrès pour tout le monde. Et vraiment, là, on pourra aller dans ce sens. Donc là, à mon avis, il faut investir là-dessus parce qu'il ne faut pas qu'on loupe cette étape et qu'on aille jusqu'au bout sur ces outils parce que ça sera vraiment intéressant dans tous les secteurs, à mon avis. Donc voilà, bon, les principales pistes. La deuxième, c'était... oui, l'investissement plus. Après, moi, l'autre volet, c'est nouvelles thérapies. On s'y attache là, avec les actes délégués et autres, vraiment sur les nouvelles thérapies et autres, de ne plus avoir ce carcan réglementaire qu'on avait jusqu'à maintenant, en disant le dossier doit être comme tel. Là, on a eu le débat sur les cellules souches à n'en plus finir. Ça ne correspondait pas. Donc, la commission étant très stricte dans l'application des textes. Donc là, c'était vraiment essayer d'avoir une flexibilité, une approche réglementaire plus souple. Bon, il y a du boulot, parce que ce n'est pas la première qualité au niveau européen. Mais justement, les textes, là, on veut faire en sorte qu'on maintienne quand même cette possibilité pour qu'on puisse s'adapter vraiment à l'évolution. Et les plateformes technologiques, les antigènes masterfile, tout ça, honnêtement, là, ça va être des sujets sur lesquels on devrait noter, en vaccin notamment, des allègements, des facilitations d'autorisation. Enfin, j'espère. Donc on reviendra faire un bilan à Strasbourg dans, dans 3 ans pour mesurer. 5 ans, j'ai dit. 5 ans. Est-ce que il y a... Voilà. Julie Vermoten. Julie Vermoten, MSD Santé Animale. On fait aussi de la santé humaine, donc ma question est relative à ça. L'adoption du nouveau règlement marque aussi une espèce de, pas divorce, mais on va dire de chemin séparé entre les médicaments humains et vétérinaires. Est-ce que vous y voyez un avantage ou un inconvénient ? Moi, étant une agence purement vétérinaire, j'y vois bien sûr un avantage. Parce qu'on a on a beaucoup de débats aussi avec les agences mixtes au niveau européen qui sont très vigilantes en s'écartant de ne pas trop s'écarter pour ne pas avoir à gérer des procédures complètement différentes, ce que j'entends tout à fait. Après, honnêtement, si on arrive à se détacher un peu, le médicament humain, c'est très bien, mais on n'est pas, pour mon avis personnel, forcément au même niveau d'exigence de sûreté dans tous les domaines. Et jusqu'à maintenant, je trouvais qu'on était entraîné, on suivait vraiment un degré d'expertise purement santé humaine. Là, on a quand même des pistes de divorce, oui, d'allègement que j'espère qu'on va savoir exploiter dans le domaine du médicament vétérinaire, sans pour autant baisser le niveau en santé animale ou même en santé humaine. Dans des domaines importants pour la santé publique, on le maintiendra. On est même moteur, je trouve, en antibiorésistance sur certains volets, en protection de l'environnement. Donc ça, il est hors de question qu'on aille forcément dans l'allègement, mais par contre, dans d'autres secteurs, je ne vois pas en fabrication, par exemple. Il y a des domaines sur lesquels on peut alléger les exigences sans remettre en cause leur sécurité. Bon, c'est ma vision personnelle. Après, on essaie de la faire partager en Europe.